à tous, bienvenue à vous en cette matinée. C'est votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Aujourd'hui, nous allons parler des pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Quel est leur fonctionnement? Quels sont les besoins également en termes de recrutement? Nous ferons le point avec le colonel Éric Candas, directeur du Centre départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine. Nous parlerons de santé. Et si les chiens pouvaient détecter l'imminence d'une crise d'épilepsie chez l'être humain, eh bien c'est un des axes de recherche sur lequel travaille l'éthologue bretonne Marine Grand-Georges. Elle sera avec nous ce matin. Comme chaque mardi, nous donnerons aussi un coup de pouce à un projet en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Cette semaine, il s'agit de Natura Braise qui lance sa ligne de vêtements en coton biologique. Objectif, faire des t-shirts bio et bretons. C'est ce que nous expliquera Gwenaël Lévesque, son fondateur. Enfin, en cette semaine européenne des journées des métiers d'art, nous découvrirons des artisans d'art bretons qui travaillent le bois. Et vous verrez, c'est magnifique. Voilà, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous en ce mardi. On va donc parler des pompiers qui nous sauvent chaque jour au quotidien. Et d'ailleurs, avant ça, il y en a une qui nous sauve aussi tous les jours. Elle s'appelle Catherine Bossard. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va? Très bien. Bon, on va pouvoir le dire. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je vais le dire quand même. C'est vrai qu'hier, Laurence, quand vous avez annoncé que c'était une émission spéciale pompier, je vous ai vu. Elle était toute émoustillée. Ah oui, j'étais pas la seule. Non, c'est vrai. Nombreux et nombreuses sur le plateau, on était à faire les pompiers comme ça, c'est terrible. Ça doit être lourd à porter quand même pour vous. Et je pense que si vous nous aviez vu, même un homme digne comme vous, vous auriez sûrement rougi. Voilà, je vais devoir en parler quand même. Les pompiers, le métier de pompier est une source absolue de fantasmes, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs, un peu comme les infirmières. Je vais me permettre ce parallèle. Là, pourquoi? Sauf que elles, les infirmières, dans les fantasmes, on les imagine en talons aiguilles et barésilles, sauf que c'est pas du tout réaliste. Hein. L'infirmière, pour faire son métier, elle a besoin de crocs et de pantalons pour mettre des trucs, des thermomètres, etc. Donc c'est pas réaliste. Et les crocs, de toute façon, c'est tout sauf sexy. Vous, peut-être, à la rigueur, si on imagine dans les fantasmes, vous auriez le haut de l'uniforme qui serait absent, voilà. Mais j'ai envie de voir la vraie raison de ce fantasme. Pourquoi cette profession fait rêver petits et grands, et puis depuis des années? Eh bien, c'est parce que l'humanité est muette par l'envie de vivre. Et vous êtes un fantasme et vous fascinez les gens parce que, vous l'avez dit, Laurence, vous sauvez des vies. Quand on en a besoin, quand on est dans la souffrance, vous êtes là, à nous tendre la main quand il le faut, quoi. C'est super. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est sexy. Et pardonnez le syllogisme, mais le point commun aussi que vous avez avec les infirmières et les aides-soignantes, c'est la fonction publique aussi. Le service public. Le service public est sexy. Et je ne dis pas ça parce qu'on est sur France 3 Bretagne, non. Mais le service public est sexy, oui, mesdames, messieurs. Donc voilà, prenez soin de vous, soyez en forme. En tout cas, on a besoin de vous. Et merci mille fois, on le dira jamais assez. Voilà. Merci Catherine. Bon, on va poursuivre le fantasme en images cette fois-ci. Alors là, attention. Attention, devinette. Si je vous dis, ils sont les héros des enfants, le fantasme de beaucoup, les gendres idéaux des vieilles dames et surtout un modèle de force et de courage pour tous. Vous pensez bien sûr aux pompiers et vous avez raison. En France, on compte 248 000 sapeurs-pompiers et parmi eux, 80% sont pompiers volontaires. Classe! Il y a deux catégories de pompiers. Premièrement, les pompiers dits civils, embauchés par le ministère de l'Intérieur. Ils regroupent les professionnels qui sont des fonctionnaires territoriaux. Parmi eux, on trouve les volontaires qui cumulent cette activité avec un autre emploi. Deuxièmement, les pompiers militaires qui travaillent pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou pour le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Le nom pompier désigne initialement le mécanicien spécialisé dans le fonctionnement des pompes, comme la pompe à incendie, d'où le fait que leur fonction première soit de stopper un feu. Mais leur champ de compétences ne s'arrête pas là. Ils sont aussi formés pour faire face aux inondations, aux accidents de la route et pour administrer les premiers soins. Et quel que soit le contexte, montagne, mer, site industriel à haut risque, chimique ou nucléaire, bref, ces gars et ces nanas sont partout, parfois au péril de leur vie. Ça vous étonne que je parle de filles? Eh bien, figurez-vous qu'un pompier sur 6 est une femme. Mes hommages, mesdames. Enfin, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces combattants du feu sont certainement trop qualifiés pour votre rhume persistant. Alors arrêtez de composer le 18 pour tout et n'importe quoi. Après tout, il n'y a pas le feu au lac.
Nous avons avec nous le colonel Éric Candaz. Bonjour à vous, colonel. Bonjour. Vous êtes le directeur du SDIS d'Ille-et-Vilaine, le SDIS pour Service départemental d'incendie et de secours. Colonel, combien d'interventions sont réalisées chaque année par les pompiers d'Ille-et-Vilaine ? Alors pour faire un chiffre rond, en Ille-et-Vilaine, on est autour des 51 000 opérations qui sont réalisées chaque année. Donc ce qui fait à peu près une opération toutes les 10 minutes, environ, quoi. Alors, c'est beaucoup par rapport à d'autres départements ? Alors là aussi, si on veut rester sur des ordres de grandeur, alors sur la région Bretagne, nos collègues morbihanais, finistériens sont autour de 45-46 000 opérations. Et puis nos collègues costarmoricains doivent être autour de 36 000 opérations. Bon, après, c'est le reflet aussi de la population, des risques, etc. Bien sûr. 86 centres de secours en Ille-et-Vilaine, donc un maillage étroit sur notre territoire. Un maillage effectivement territorial assez serré, qui est le reflet d'une volonté assumée pour justement délivrer dans les meilleures conditions ces secours. Donc, ce qui fait que sur ces 86 centres, évidemment, on retrouve un certain nombre de personnes en quantité suffisante, nous l'espérons. Et là aussi, sur les chiffres, toujours pour faire des comptes-ronds, ça fait à peu près 3000 sapeurs-pompiers volontaires, qui respectent un petit peu les proportions qu'on a vues sur votre reportage. Ça fait 650 sapeurs-pompiers professionnels. On était surpris de 80% à 85% chez vous. Mais c'est ce qui pompiers volontaires, c'est beaucoup. C'est ce qui permet d'avoir ce maillage. Et puis je crois qu'il ne faut pas oublier non plus les 150 personnels administratifs et techniques qui certes travaillent dans l'ombre, mais qui permettent de faire en sorte que les sapeurs-pompiers puissent délivrer dans les meilleures conditions le service qui est attendu par la population. Alors justement, on va parler du service. Là aussi, il y a peut-être des idées reçues. Quelle est la nature de vos interventions ? Là, il y a des surprises. Oui. Là aussi, c'était bien expliqué dans votre reportage. La mission historique des sapeurs-pompiers, qui est constituée par l'incendie, représente aujourd'hui 8,5% de notre activité. Ça paraît assez peu finalement. Ce qui est assez peu. Et puis dans ces 8,5%, pour encore aller dans le détail, entre les feux de végétation, les feux de structure, les feux de voiture, etc. Mais donc voilà, sur l'ensemble, c'est 8,5%. Et aujourd'hui, la mission première, c'est le secours à personne. On est sur presque 75, 74% pour être précis, auquel il faut rajouter aussi les accidents de la route, qui fait qu'au final, en matière de secours aux personnes, d'une manière générale, on approche les 80%, et puis les 8-9% restants sont sur des opérations diverses, qui peuvent être, comme leur nom l'indique, très, très variées. Comment sont formés les pompiers ? Est-ce que vous avez la même formation entre pompiers volontaires et pompiers professionnels ? Oui, alors il y a une formation, alors elle n'est pas organisée de la même manière, mais chaque sapeur-pompier, lorsqu'il est recruté, a obligation de suivre ce qu'on appelle une formation d'intégration, une formation initiale qui va le labelliser et l'autoriser à effectuer un certain nombre de missions. Donc ce sont des formations modulaires. Donc justement, une fois qu'il a pu acquérir un certain nombre de compétences, il est labellisé sur l'aspect incendie, par exemple, sur l'aspect secours routier, sur l'aspect accidentologie, sur l'aspect opérations diverses. Donc vous avez des spécialisations ? Il y a, alors voilà, ça, chez les pompiers professionnels. Voilà, ça c'est et chez les volontaires. Pour certaines qui sont également accessibles aux sapeurs-pompiers volontaires, mais là on est bien sur la formation dite de base. Et puis après, il y a tout un tas de formations de spécialisation en chimie, en radioactivité, en sauvetage en hauteur, en feu de navire, j'en passe et des meilleurs. Il y a une petite dizaine de spécialisations au total. Vous avez une école de formation à l'Ermitage, une maison à feu, comme vous dites, c'est ça ? Alors on s'entraîne vraiment dans les conditions du réel, quasiment. Oui, très proche. C'est une infrastructure performante, qui est d'ailleurs unique en région Bretagne. C'était la première. C'est indispensable justement pour ce niveau de formation et cette exigence de qualité. C'est un outil qui est très, très performant, qui est utilisé aujourd'hui puisqu'on a, vous évoquiez les recrutements tout à l'heure, en tout cas la formation initiale. On a 12 sapeurs-pompiers
sapeurs-pompiers qui sont actuellement en formation initiale, qu'on vient de recruter. Oui. Donc leur durée de formation va être de 4 4 mois. c'est ça. Voilà, 4 mois, et après ils seront livrés, entre guillemets, dans les différents centres d'incendie et de secours du département, là où il y a des sapeurs-pompiers professionnels, parce qu'en l'occurrence, là, ce sont des sapeurs-pompiers professionnels. Il y a une parité là dans la nouvelle équipe qui va sortir entre hommes et femmes ou pas? Oui, c'est une première quelque part, mais qui correspond à une volonté de l'établissement aussi. Hein. C'est vrai que pour la première fois, il y a autant, à quelque chose près, d'hommes que de femmes sur cette formation initiale. Oui. C'est un sujet d'actualité en Ille-et-Vilaine, hein. Vous travaillez à la féminisation de la profession. Ah oui, c'est un vrai sujet. Oui, il y a un vrai objectif de l'établissement que de féminiser ses effectifs. Bon, il faut reconnaître qu'on avait un peu de retard en la matière. Hein. Si on compare avec d'autres métiers justement comparables, hein, je pense à la police, ils sont à plus de 20% de taux de féminisation. La gendarmerie, je crois, doit être à 16, 17, 18%. Quand nous, les sapeurs-pompiers, alors chez les sapeurs-pompiers professionnels, on est simplement à 5% globalement. Alors le taux de féminisation est un peu plus important chez les sapeurs-pompiers volontaires, puisqu'on doit être à 16-17%, je crois. Voilà. Et en Ille-et-Vilaine, on est très légèrement au-dessus de cette moyenne. Dans les deux cas, je crois qu'on est 1 ou 2% au-dessus de la moyenne nationale. Mais vous reconnaîtrez que ça reste encore assez peu. Et ce qui, justement, justifie une vraie volonté et une politique de l'établissement qu'on initie pour arriver à un taux de féminisation un peu plus important que celui que je viens de citer, quoi. Vous restez avec nous, colonel Candace. On continuera évidemment à parler des pompiers, du recrutement. Un peu plus tard dans cette émission, vous avez des équipes cynophiles, évidemment. Oui, tout à fait. Ça fait partie des spécialisations qu'on évoquait. Alors justement, on va faire le lien avec... Oh, qu'est-ce qu'il y a, Catherine? Les petits chiens, on va parler des petits chiens. Je sais, vous adorez. Des grands chiens d'ailleurs, même. Mais oui. Marine Grand-Georges, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes éthologue, maître de conférence à l'université de Rennes 1, et vous travaillez avec des chiens. Alors non pas dans des équipes cynophiles, mais avec une association qui s'appelle Handi Chien. Vous allez nous expliquer un petit peu d'abord, éthologue, ça veut dire quoi? Alors l'éthologie, c'est la science du comportement. On s'intéresse au comportement aussi bien des animaux que de l'être humain. Donc voilà ce qu'est l'éthologie aujourd'hui. Depuis quand vous vous intéressez à l'éthologie? Alors moi j'ai commencé en 2006, mais ce projet que je vais vous présenter a débuté début 2017. Alors vous vous intéressez à un don très particulier qu'on peut attribuer aux chiens. Expliquez-nous ce que c'est exactement, ça nous intrigue énormément. Alors on s'est intéressé à la capacité des chiens à détecter les crises d'épilepsie. On avait de nombreuses anecdotes sur le terrain qui disaient que les chiens étaient capables de les détecter, mais aucune preuve scientifique. Et donc on a mené une expérience en collaboration, notamment avec l'association Handi Chien et une équipe aux États-Unis, le Medical Mutts, pour essayer de démontrer ça de manière rigoureuse. Et oui, les chiens sont capables de détecter des odeurs de crise d'épilepsie, quelle que soit la nature de la crise et quelle que soit la personne. Alors ça se base sur quoi? Comment peuvent-ils détecter justement l'imminence d'une crise d'épilepsie? Alors là, on est sur la détection d'odeurs. Donc on a pu comparer des odeurs de personnes hors moment de crise à des odeurs au moment de la crise. Donc maintenant, reste à savoir exactement ce qu'il y a dans les odeurs. Ça, ce sera la prochaine étape. Alors, on va voir un petit peu justement une vidéo qui va être extrêmement éclairante pour voir comment vous procédez justement avec ces chiens. On peut dire quoi? Il y a une signature olfactive de l'imminence d'une crise d'épilepsie? Exactement. On dégage une odeur particulière. Il y a une signature olfactive de la crise d'épilepsie et les chiens, pour la première fois, l'ont montré. Incroyable. Ce qu'on n'avait pas réussi, nous, êtres humains, avec différents outils technologiques, les chiens l'ont pu. Alors, je vous propose justement de commenter les images qui vont être diffusées. Voilà, on les voit. Donc, ce chien qui tourne autour. Oui, donc là, on a un des chiens qui a participé à l'expérience. On a 7 odeurs différentes de la même personne. Et donc, dès que le chien reconnaît une odeur de crise d'épilepsie, il reste quelques secondes au-dessus du pot qui a la crise. Et il est récompensé si cette odeur est la bonne odeur de crise. Donc là, on a vu Dodger faire cette expérience et réussir. C'est un des 3 chiens qui a réussi à 100% l'ensemble des expériences. Alors, c'est absolument incroyable. Est-ce qu'il y a une race de chiens particulière pour détecter ces odeurs ou ça concerne finalement tous les chiens? Alors là, on a travaillé avec 5 chiens de races différentes qui ont été adoptés de la SPA sur la base de leur capacité olfactive. Mais sinon, les associations dans le monde qui entraînent ces chiens se basent surtout
surtout sur des chiens type Golden ou Labrador, même si ça se développe sur d'autres races. Alors, est-ce que ça peut concerner d'autres pathologies que l'épilepsie, par exemple? Oui, vous avez on a déjà... des chiens qui sont entraînés pour détecter le diabète, le cancer. Donc ça, c'est aussi sur la base de la détection d'odeur. Donc c'est des choses très connues depuis pas mal d'années. Et nous, pour la première fois, on l'a montré aussi dans l'épilepsie. C'est impressionnant. Alors, du coup, en termes d'application, aujourd'hui, quelle application vous imaginez? Est-ce que ce sont des compagnons, finalement, qui peuvent rentrer dans la vie quotidienne des patients? Complètement. L'association des chiens remet depuis 2 ans des chiens détecteurs d'épilepsie pour des personnes qui présentent plusieurs crises par mois, pour les accompagner au quotidien. Et dès que ces personnes sont sujettes à une crise, le chien prévient par un petit geste qu'on appelle POC, c'est-à-dire un coup de nez sur la cuisse, et elle peut se mettre en sécurité. Soit s'asseoir, soit prendre un médicament ou prévenir quelqu'un. Donc dans la vie quotidienne, c'est un gain en qualité de vie non négligeable. Comment apprennent les chiens? Comment vous les entraînez? Est-ce que vous les entraînez d'ailleurs? Alors ça, c'est pas mon travail. Il y a des gens beaucoup plus spécialisés. Donc oui, ils sont entraînés. Ils sont entraînés. Notamment sur des odeurs. De la même façon, la personne, quand elle a une crise, on prélève l'odeur sur différentes parties de son corps, sur les poignets, sur la poitrine. Et c'est ces odeurs qui sont présentées au chien en renforçant quand celui-ci fait ce comportement de POC. Et donc renforcement notamment par de la nourriture. Renforcement positif, oui, c'est de l'éducation positive. Voilà, c'est de l'éducation, exactement ça. Jamais. Ouais. C'est vraiment basé uniquement sur le renforcement positif. Pour que ce soit un jeu, un plaisir récompense. aussi pour lui de travailler. Voilà. Voilà, et au bout de quelques mois, ces chiens sont capables d'être mis à une personne et de les aider au quotidien. C'est assez incroyable. Qu'est-ce que ça vous inspire, colonel Candace? Comment vous entraînez également des équipes cynophiles? Du coup, les chiens, pareil, sont entraînés à détecter des éventuelles victimes dans des décombres. Oui, il y a 2 types de recherche, sans vouloir entrer dans la technique. Il y a ce qu'on appelle les chiens pisteurs et les chiens questeurs. Oui. Voilà. Donc on dispose des 2 types d'animaux. Et là aussi, il y a une formation un petit peu sur la même base, sur le renforcement ou l'apprentissage positif, effectivement, sur les recherches de victimes, notamment dans les décombres, mais aussi, et là, sur les accidents, on a parfois des personnes qui sont portées disparues, et on est plus sur le chien pisteur. On a quelques chiens qui œuvrent sur cette technique-là. Oui. C'est assez incroyable. Voilà, les chiens sauvent les vies. Ouais. Mais ouais, et aussi ça, et en plus, on en parlait aussi des chiens. Il y a une culture américaine du chien de service et les chiens de soutien émotionnel aussi. Les chiens qui viendraient, par exemple, sur le plateau. J'en profite qu'on soit à l'antenne pour faire une demande officielle. Des chiens qui viendraient sur le plateau pour rassurer les gens, voilà, être là, c'est utile un chien. Ce serait bien qu'on ait une petite mascotte. Oui. C'est une bonne idée, ça. Et voilà, après, il y a beaucoup d'usage de malinois, mais on peut avoir même un petit chien d'agrément, comme ça, un petit chien. On va y penser. On Catherine. en reparlera. On en reparlera. Pas de souci. Alors, vous savez, vous connaissez forcément le numéro qu'on appelle pour joindre les pompiers. C'est le 18. L'une de nos équipes est allée voir comment fonctionne un centre d'appel en Ille-et-Vilaine. Billy est allé rencontrer le commandant Sébastien Lacoste, chef du CTA Codis 35. On l'écoute. Bonjour tout le monde, alors nous sommes aujourd'hui en compagnie du commandant Lacoste. Bonjour commandant. Bonjour, Ça va bien? tout va bien. Alors nous on va parler dans l'émission des pompiers et on a voulu découvrir ici le centre d'appel des pompiers. C'est ça. Alors moi j'ai une première question. Centre d'appel, ça veut dire qu'il y a tous les appels de la Bretagne qui arrivent ici ou juste Rennes Non, pas toute la Bretagne, c'est tout le département d'Ille-et-Vilaine. D'accord. On est un centre d'appel unique pour l'ensemble du département. Ok, donc tous les appels, j'appelle de Montfort-sur-Meux à Redon, ce sera ici que ça viendra. Voilà, exactement. 18 et 112. D'accord. Ah oui, le 18 et le 112. C'est ça. Le 112 c'est le nouveau numéro européen ça, c'est ça? Voilà. 18, 112, tout le monde appelle ici. Alors vous avez combien d'appels à recevoir, alors par jour ou par an? Je ne sais pas si vous avez les chiffres. On va donner les 2 chiffres. Par an, on est à peu près à 200 000. Et puis par jour, ça donne entre 5 et 600, une intervention toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, il y a une intervention, vous allez envoyer quelqu'un dessus. Voilà. Ça marche. Alors quand on est au centre d'appel ici, au niveau des pompiers, est-ce qu'il n'y a que des pompiers volontaires ou il y a aussi des particuliers, des gens, des civils comme moi
Il y a un fort pourcentage de pompiers professionnels, D'accord. une cinquantaine, et puis on a environ une vingtaine de sapeurs-pompiers volontaires qui est déjà pompier volontaire dans un centre de secours et qui vient de temps en temps faire des gardes avec nous. D'accord, mais on est obligatoirement pompier quand on vient ici au centre pas d'appel. de personnel administratif ou civil autre. Ok, Sous c'est statut. important parce que quand on a les appels, vous devez avoir des tonnes d'appels et vous avez une formation spécifique pour ce genre d'appel ou alors on vous lance comme ça et puis... C'est une formation qui est spécifique sur le traitement des appels en général. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une formation qui dure 200 heures à peu près pour chaque opérateur pour être formé et sur le logiciel et sur la notion de gestion du stress, le facteur humain, etc. D'accord. Donc en gros, votre métier, vous ici, vous recevez tous les appels et vous allez faire quoi exactement? Vous allez déclencher chaque opération partout ou vous déléguez en disant à tel endroit... En fonction de la localisation de la demande de secours, D'accord. on va faire intervenir le centre de secours le plus proche en déclenchant les sapeurs-pompiers. Et ensuite, une fois qu'on a déclenché les sapeurs-pompiers, eh bien, on va suivre l'intervention, Ok. l'arrivée sur les lieux, la demande de renfort, jusqu'à la clôture de l'intervention. D'accord, donc c'est bien vous quand même d'ici qui centralisez tout ça. Voilà, Bon, deux missions. J'ai Le un traitement problème, d'appel. on va dire, à assigner. Vous allez savoir d'ici quelle commune... Parce qu'il faut connaître tout le département par cœur, du coup. Comment vous faites? Il y a beaucoup de paramétrage sur notre outil de déclenchement, où D'accord. en fonction de l'adresse que l'on va inscrire, eh bien, ça va nous proposer des centres de secours et des moyens adaptés en fonction de la nature de l'intervention. Une bah ambulance ou un camion de feu, par exemple. Bon, ça marche. Voilà. Alors du coup, là, vous êtes là, donc on a les 200 000 appels. Sur les 200 000 appels, il y a combien d'interventions vraiment? Combien vous partez sur place? On dit 200 000 appels et environ 50 000 interventions par Ah an. oui, Voilà. quand même. Enfin, il n'y a pas 50 000 feux par an en Ille-et-Vilaine, enfin, en tout cas, j'espère pas. Donc c'est quoi? Il est vrai qu'il y a un très fort pourcentage, 75-80% de secours à personne. Bon. Des Secours à blessés, personne. des accidents cardiaques, des accidents Des de la bras route, cassés, des voilà, choses comme ça. saignements, etc. Alors là, on vous a aujourd'hui, vous êtes commandant. Un petit conseil, on appelle systématiquement les pompiers. Comment on fait quand on a une genre de blessure, une intervention où on pense qu'il faut les pompiers? Ouais, on est en relation très forte avec le centre 15. D'accord. C'est-à-dire que quel que soit le numéro que vous faites, ou le 15 et le 18, en fonction de la nature de l'intervention, du degré d'urgence, on va se parler, faire des conversations à trois. Ah, ok, d'accord. Tout le monde est ensemble, voilà, quoi. on peut se parler l'appelant, le 15 et le 18, et ensuite déclencher les secours les plus appropriés. Qui iront en fonction de ça. Voilà. Bon, eh ben merci beaucoup, commandant. Je vous prie. On a passé une très bonne matinée ici et on n'appelle pas les pompiers quand il faut pas. C'est ça, hein, Juste vraiment. quand il faut, en tout cas. Voilà, quand il faut, en cas de secours. Ouais. Merci beaucoup et bonne journée. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Billy. Colonel, on comprend avec ce reportage que finalement le centre d'appel travaille à caractériser l'urgence parce que, évidemment, le cœur de votre métier, ça reste l'urgence vitale. Hein. Oui, c'est certainement une des caractéristiques et puis un travail qui est assez difficile à faire puisqu'au final, les opérateurs dans ces centres d'alerte et d'appel n'ont que l'oreille pour se faire une idée et c'est donc à travers le questionnement qu'on essaie d'affiner pour mesurer justement ce degré d'urgence. On l'a vu, vous pouvez passer dans une communication à 3 avec le régulateur du SAMU, c'est Oui, ça? oui, les deux plateformes sont interconnectées. Les opérateurs des uns et des autres se parlent précisément pour affiner, caractériser cette urgence à travers ce qu'on peut appeler des formes d'algorithmes ou des arbres décisionnels à travers des questions types qui aident à caractériser et du coup à déterminer aussi s'il s'agit d'une urgence plutôt médicale ou non et en fonction de ces éléments de déterminer le service à qui il revient d'intervenir. Donc les rhumes, les petits chats coincés dans les arbres, les frelons, c'est pas vous. C'est vraiment ce qu'on on est adore. Non, bien évidemment, le risque, vous l'avez parfaitement identifié, c'est que lorsqu'on est mobilisé sur ce type d'opération, eh bien, c'est potentiellement autant d'opérations avec un vrai degré d'urgence, une vraie nécessité d'intervenir qui ne peut être réalisée et qui met en péril au final la qualité du service. Vous devez d'intervenir dans un certain délai? Alors voilà, il n'y a pas de délai réglementaire escalité. C'est un document interne, pour être un peu technique, une dernière fois, ce qu'on appelle le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, et tout est dit dans le titre, dans la notion de couverture des risques, où on détermine justement ce taux de couverture. Et on est plutôt sur une vision d'un pourcentage du territoire qu'on souhaite couvrir en un certain temps. Et là aussi, on fait une différenciation entre le milieu urbain,
périurbain et le milieu rural, parce qu'il serait utopique de vouloir couvrir dans des délais très très courts des portions de territoire au final où il n'y a quasiment aucune activité ou en tout cas un risque très, très faible. Voilà. Alors c'est ce juste équilibre parce que malgré tout, dans ces portions de territoire, il faut être présent et il faut assurer un secours de qualité, mais pas dans les mêmes délais parce qu'économiquement, tout simplement, ce ne serait pas supportable. Globalement, vous intervenez en 10 à 20 minutes à peu près. En général, voilà, si on veut retenir vraiment des ordres de grandeur, nonobstant ce que j'ai précisé, on essaie plutôt de couvrir le milieu urbain en une dizaine de minutes et plutôt le milieu rural en une vingtaine de minutes. Ce qui illustre bien votre devise, courage et dévouement, c'est ça la devise ? Voilà, c'est la devise, courage et dévouement, tout à fait. D'accord. Quels sont les besoins actuels de recrutement ? Parce que, évidemment, vous avez toujours besoin de renouveler les équipes. Oui, il y a du turnover, et puis aussi on n'échappe pas au phénomène de société qui aujourd'hui fait en sorte que les populations sont de moins en moins sédentaires. On a un département aussi qui est très dynamique, puisqu'en accueillant 11 000 personnes par an, il y a des besoins nouveaux qui arrivent, et puis il y a cette mobilité qui existe. Donc on a besoin de recruter pas mal de sapeurs-pompiers volontaires, quand bien même nous ayons aujourd'hui un nombre qui est même plus que stable, puisqu'on a une progression sur les 10 dernières années régulière du nombre de sapeurs-pompiers volontaires. Mais au-delà du nombre, c'est aussi la possibilité d'être disponible en journée. Alors ça, voilà, c'est l'essentiel, c'est la clé de voûte de vos besoins. Voilà, c'est en ça tout cas, si ce n'est la clé de voûte, c'est une cible. Une cible, j'allais dire, en matière de recrutement. Voilà. C'est un vrai besoin. Ouais. Donc les personnes qui travaillent en horaire décalé, par exemple Alors les personnes qui travaillent en horaire décalé, et puis on ouvre aujourd'hui des perspectives un petit peu différentes par rapport aux habitudes antérieures, c'est-à-dire de faire en sorte, les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure l'illustrent, de faire en sorte de recruter des sapeurs-pompiers qui peut-être ne sont pas en capacité de couvrir l'intégralité des missions que j'ai citées tout à l'heure. On peut imaginer des sapeurs-pompiers qui aient une qualification, une capacité à intervenir uniquement sur l'aspect du secours à personne. 80% de notre activité. Et là, donc par exemple, les femmes au foyer, entre par guillemets. Exemple, alors bon, sans vouloir tomber dans des images un peu réductrices, mais parce que j'espère bien d'ailleurs qu'elles peuvent largement, sans aucun problème, satisfaire les autres champs de mission. Mais c'est vrai que parfois, il y a une image, en tout cas, un premier ressenti qui fait qu'il peut y avoir une appréhension sur l'aspect incendie. Donc à nous de lutter contre cette image et d'expliquer ce que c'est, mais en tout cas dans un premier temps, ça peut être, comme on dit, une clé d'entrée, une porte d'entrée pour avoir le contact avec les sapeurs-pompiers sur des domaines sur lesquels il y a peut-être moins d'appréhension et une identification un petit peu plus aisée. Donc voilà, donc c'est effectivement une cible. Alors ce que l'on sait moins peut-être, c'est que la formation de pompiers volontaires peut être prise en charge sur le compte personnel de formation. Ça c'est intéressant également de le préciser. Oui, c'est toute la thématique de l'engagement citoyen quelque part. Et c'est vrai qu'en cela, on sollicite, que ce soit des entreprises privées, des collectivités, des entreprises publiques, pour faire en sorte de faciliter la formation du sapeur-pompier volontaire, voire de pouvoir le libérer pour assurer quelques interventions. Alors ça, par exemple, vous avez des employés communaux qui sont libérables à tout moment parce que la commune dont ils dépendent les autorise à cela. C'est ça. On a quelques collectivités. Alors on essaie des collectivités, des entreprises privées aussi. Donc au total, je crois qu'on a 300. Alors on le fait par biais de conventions, parce qu'il est important de donner un cadre juridique et de sécuriser aussi les uns et les autres pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Et donc ce cadre juridique, aujourd'hui, on a globalement 300 employeurs qui ont conventionné avec nous dans les domaines que j'évoquais à l'instant. Donc bon, alors je ne sais pas si on peut en citer quelques-uns. On peut en citer quelques-uns, bien sûr. Au risque d'oublier les autres, forcément. Mais non, c'est simplement que tous les ans, parce que c'est vraiment un point important, et c'est ce qui anime d'ailleurs ces employeurs, c'est ce côté citoyen. Et donc tous les ans, il nous semble important de remercier certains d'entre eux. Et donc nous avons été amenés à remercier le centre hospitalier Saint-Grégoire, par exemple. Près de Rennes, voilà, qui a un nombre de sapeurs-pompiers volontaires important.
Alors des petites collectivités aussi, hein, je pense à Médréac, puisqu'ils avaient ils ont 3 employés et les 3 employés sont sapeurs-pompiers volontaires. Donc globalement, si on donne ça en chiffres relatifs, il y a 100% de l'effectif au final qui est consacré, donc, ce qui mérite d'être souligné parce que l'effort est important, j'imagine, hein, pour une collectivité. Voilà. Bon, on avait la même chose sur Plaine Fougère. Dans les transporteurs, enfin dans les entreprises privées, on avait le transporteur frigorifique européen STEF, qui là aussi, je crois, il y avait un nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui est mis à notre disposition, en tout cas pour lequel il est accepté qu'il puisse être libéré. Libérable. Voilà, donc, et puis il y a la Bouexière qui a carrément mené des actions de sensibilisation et de formation. Alors là, on est effectivement sur un autre registre, mais là aussi, c'est le panel de tous ces outils qui nous aident à mieux satisfaire notre mission. Et là, c'est quelque chose qu'on explore en ce moment. Et la Bouexière a été une des premières communes avec lesquelles nous avons travaillé sur un ciblage au sein de la population de personnes qui pourraient devenir sapeurs-pompiers volontaires. Et donc ça a été fructueux, puisque on a pu recruter au final une dizaine de personnes et de passer, alors je crois d'un peu plus d'une quinzaine, 16, 17 sapeurs-pompiers à 26, 27 sapeurs-pompiers volontaires. C'est un dispositif qu'on est en train de reconduire également sur d'autres collectivités. On a aussi toutes les conventions périscolaires, c'est-à-dire de faire en sorte que soit les communes, soit dans l'enseignement privé, donc l'OGEC, qui fait en sorte de pouvoir assurer la garde des enfants, des sapeurs-pompiers lorsqu'ils partent en intervention, et ainsi libérer quelque part l'esprit des parents sapeurs-pompiers lorsqu'ils sont amenés à intervenir dans ces périodes périscolaires. Écoutez, merci beaucoup, colonel Candas. On rappelle le site internet, évidemment, des sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine et puis, bien sûr, partout en Bretagne, évidemment. Est-ce que vous connaissez la manufacture de Morlaix, les uns les autres ? Alors la manufacture de Morlaix, on la connaît, oui, parce qu'il y a eu un incendie majeur il y a plusieurs années, effectivement. Et elle est aussi connue pour d'autres raisons. Je vous propose tout de suite, justement, qu'on parte à la découverte de ce bâtiment emblématique, ancienne manufacture de cigares. Retour sur cette histoire avec Manon Amiot. Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Aujourd'hui, nous sommes à Morlaix et nous allons parler de l'ancienne manufacture des tabacs juste derrière moi. Construite en 1736, pendant près de 260 ans, des milliers d'ouvriers ont travaillé ici. Et en 2004, après de fortes luttes sociales, l'activité y cesse définitivement. Nous allons rencontrer Paul Huguin, un des anciens de la Manu, dans l'une des anciennes salles des machines. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Oui, très bien, ça va. Ouais. Alors racontez-moi, on se trouve où ici? Ici, vous êtes d'abord dans la manufacture de Morlaix, manufacture de cigares, et dans la salle des moulins. C'est ici qu'on préparait donc le tabac prisé. Qui servait, on le prenait comment? Vous savez, c'est du tabac en poudre, celle qui fumait ou celui qui fumait, enfin pas fumait, qui consommait du tabac à poudre, il mettait une petite dose là, et puis il snouffait, quoi, voilà. C'était comme ça le principe du tabac prisé, quoi. Racontez-moi ici l'ambiance, c'était comment? L'ambiance, elle était de tout niveau. Vous savez, c'est suivant les époques. Les époques qui étaient beaucoup plus difficiles à travailler qu'en dernier, par exemple. Voilà. Il faut savoir que ceux qui travaillaient ici ne vivaient pas très vieux déjà, parce que il y a du tabac, des feuilles qui arrivaient. Ces feuilles étaient broyées d'ailleurs par ces machines-là, et ce tabac qui était broyé était transféré donc dans des cases à poudre qu'on appelait, et cette poudre-là dégageait de l'ammoniac. Donc ceux qui travaillaient dans les cases à poudre, ils ne vivaient pas très vieux. La moyenne d'âge était peut-être 45 ans ou 50 ans, quoi. Il y a eu beaucoup de plans de restructuration ici de l'entreprise. Est-ce que vous saviez qu'elle allait définitivement être fermée? C'est-à-dire que le premier plan social a eu lieu en 87. Il faut savoir que dans les tabacs, dans la CETA, il n'y avait pas de licenciement. On ne pouvait être licencié que pour une faute grave sur son lieu de travail. Sinon, il n'y avait pas de plan de licenciement. Le premier plan de licenciement qu'il y a eu, donc ici à Morlaix, c'est en 1987. Et effectivement, on s'est bagarré pour essayer à ce que ces gens ne soient pas licenciés. Mais vous savez, une fois que la programmation est faite, il est toujours difficile
de faire revenir en arrière la direction. Donc le premier plan de licenciement, c'était 128 ou 129 personnes qui étaient inscrites donc, sur ce plan de licenciement. Et finalement, ce sont 120 qui ont été licenciés dans ce premier plan. Il y en a eu d'autres après. Et on s'était dit que petit à petit, ils allaient réussir à la fermer. Effectivement, en diminuant les effectifs de plan en plan, c'est bien ce qui s'est passé d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici ? Ça me fait toujours plaisir de revenir sur des lieux où on a travaillé, parce qu'on dit souvent qu'on passe plus de temps sur son lieu de travail qu'avec sa famille. Et donc le travail, cet endroit, c'est aussi notre maison, c'est aussi là où on se retrouve avec des amis. Voilà. Donc moi, à chaque fois que je viens là, je reviens toujours avec plaisir et je reviens assez souvent, effectivement. Ici, au plus fort de l'activité, à peu près 1800 personnes travaillaient selon les modes de la fabrication de cigares, cigarettes ou cigarios. Et on a retrouvé cette archive de 1966. Et maintenant, un petit cigare. Et moi aussi. Toi aussi? Et oui, pourquoi pas. Sait-il, ce jeune couple morlaisien, surpris à la fin de son dîner d'amoureux, que ces cigares sortent tout droit de la manufacture de Morlaix, vieille, elle, de 300 ans. L'implantation de la manufacture des tabacs à Morlaix, elle fut en quelque sorte une opération de reconversion avant la date. De nos jours, seule en France, la manufacture de Morlaix fabrique encore ces deux produits bien connus en Bretagne, la poudre ou tabac à priser et la chic ou tabac à mâcher sur lesquels nous reviendrons. Par ailleurs, et après avoir fabriqué jusqu'à ces dernières années des cigarettes, la Manu s'est spécialisée dans le cigare. Cette usine sur 520 personnes compte toujours 440 ouvriers et ouvrières. Oui. La majorité d'ailleurs étant des femmes. Oui. Je dois dire que certaines de ces femmes sont petites filles d'anciennes ouvrières. Madame par exemple. Ah, c'est votre cas, madame? Oui, ma grand-mère a travaillé ici en 14, elle est rentrée en 14. Et ça fait 24 ans qu'elle est en retraite de la Manu. Votre mère aussi? Et ma mère travaille ici aussi, oui. Elle va en retraite l'année prochaine. Et puis moi, ça fait 10 ans que j'y suis. Et c'est la fin de l'histoire, ou plutôt le dernier chapitre, celui qui s'écrit sur la tablette de la buraliste à l'enseigne de la Carotte Rouge. Ici, on est dans l'entrée de l'IUT avec des anciens bâtiments de la manufacture des tabacs qui ont été réhabilités. La fabrication de tabac a laissé place à l'enseignement avec une antenne de l'IUT de Brest du département GACO, puis il y a 3 ans du département Génie Civil. Si le lieu abrite les étudiants, il est aussi leur terrain de jeu. Alors déjà on prend un point repère en bas, ici, on règle la machine à 0. Ensuite on relève du coup la caméra qui se trouve juste ici, le théodolite ça s'appelle. Du coup on relève l'angle qu'on a en haut et ensuite on décale par rapport à ici pour ensuite on fait différentes mesures, on les relève et ensuite on pourra comparer avec des calculs et on pourra déterminer si le bâtiment il est droit par exemple. Année après année, les étudiants vérifient la santé du bâtiment, classé monument historique depuis 2001. C'est un endroit historique de la ville et il y a un support intéressant, on va dire techniquement, au niveau du génie civil, pour pouvoir faire des mesures, pour pouvoir faire des interventions sur le domaine du génie civil. IUT, atelier d'artistes, mais il y a aussi une maison d'édition installée depuis 2002 et qui forcément a publié un livre sur la Manu. Voilà le livre sur l'histoire du tabac. Entre les pages, des histoires, des anecdotes, mais aussi des bandes dessinées sur le tabac. Comment on l'expliquait à l'école, comment faire des cigarettes? Ça faisait partie de la compréhension générale de la vie, quoi. C'était pas tabou à l'époque, quoi. Et l'histoire continue de s'écrire ici puisque fin 2020 ouvrira une antenne de l'Espace des Sciences, juste ici, 3 salles de cinéma et une salle de spectacle. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur le site de France 3 Bretagne. À bientôt!
Merci Manon. Dis donc, on se disait en regardant les images d'archives que l'expression fumer comme un pompier en fait n'a plus lieu de citer, hein, ça date d'il y a longtemps. Hein. Ça date d'il y a longtemps. Ouais. C'est une autre époque ça. Bon, alors ce qui va peut-être être d'actualité, c'est que Gwenaël Lévesque, qui est le fondateur de Natura Braise, va peut-être fournir les pompiers en t-shirt, on ne sait jamais. Hein, c'est peut-être dans les projets, on va voir ça. Bah oui. Vous avez décidé, Gwenaël, de mettre la Bretagne en image sur des vêtements dans votre marque Natura Braise. Pourquoi ? Pourquoi c'est alors je reviens pour la petite histoire, c'est que j'étais agent de sécurité donc pendant 17 ans, donc je suis passé d'un tout à tout, la reconversion, donc ce qui fait que j'avais vraiment quand j'ai lancé ma marque de vêtements, j'avais vraiment aucune expérience, aucune connaissance en fait, que ce soit dans le textile en fait, sur le marché même du textile. J'ai lancé en fait ma propre marque puisque c'était un projet qui me trottait déjà depuis un bon moment et je voulais en fait ne pas brûler les étapes et commencer en fait parce que quand j'ai lancé Natura Braise, je voulais vraiment en fait localiser en fait créer ma propre ligne de vêtements et localiser en fait un maximum la production en Bretagne, en local, voilà, c'est ça, en Bretagne. Et sauf que étant donné que j'avais aucune connaissance, aucune expérience, il fallait absolument que je commence déjà par un fournisseur. Et puis, tout en restant justement sur des vêtements en coton biologique, puisque c'est un peu l'éthique de ma société. Ouais. Vous êtes très sensibilisé à l'environnement. Oui, c'est ça, exactement, l'environnement et puis le local. Donc, ce qui fait que la première année, voilà, j'ai fait des marchés, j'ai fait des festivals, j'ai fait des salons, des foires, voilà, pour en apprendre davantage, pour être aussi en contact en fait aussi avec les clients, avec les personnes, voilà. Donc, ça m'a permis aussi d'en apprendre beaucoup plus. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez carrément votre site internet. C'est ça, voilà, j'ai mon site internet. Naturabraise.com, hein, votre entreprise, elle est basée à Saint-Jacques-de-la-Lande en Ille-et-Vilaine. Et aujourd'hui, vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. Alors, vous attendez 3 000 €, vous recherchez 3 000 €. À quoi vont servir ces dons? Dites-nous. Alors, les 3 000 € en fait, vont servir à lancer en fait, les 6 prototypes. Donc, de vêtements, puisque tous les prestataires sont déjà identifiés. Donc, les dons vont servir donc, à lancer les 6 prototypes de t-shirts. Avec 6 tailles différentes. D'accord. Et puis vont aussi permettre en fait de pouvoir aller faire des salons professionnels exactement, voilà, pour parler de mon projet, voilà, un peu partout. D'accord. Natura Braise justement pour l'instant attend donc vos dons à Amis Bretons. Vous avez récolté déjà 15% de la somme. Il reste une vingtaine de jours, donc on a tout le temps de se mobiliser. Si on veut vous aider justement pour faire des t-shirts bio et bretons, c'est un peu ça en fait. Oui, c'est ça exactement. Oui, parce que au tout début c'était l'appel aux fournisseurs et maintenant en fait c'est vraiment je veux absolument comme je l'expliquais justement localiser un maximum en fait la production locale et justement donc jusqu'à la broderie. Hein. Vous voulez même que la broderie soit faite de la confection, de la broderie, le distributeur de tissus justement aussi également qui est en Bretagne aussi également. Donc voilà. Jusque l'impression, puisque même l'impression, en fait, j'ai mon imprimeur aussi qui est en Ille-et-Vilaine aussi. Donc voilà, le distributeur de tissus qui est en Finistère, tout vraiment est noté, en fait, identifié du moins sur le projet. Donc voilà, le distributeur de tissus est basé justement donc, au Finistère, j'ai l'imprimeur qui est basé en Ille-et-Vilaine, la société de broderie qui est basée en Ille-et-Vilaine aussi, et la confection qui, elle, va se passer en Loire-Atlantique. Bon, bah si ça, c'est pas du made in Brest, voilà, moi je sais ce qu'il faut. Et là aussi, c'est courage et dévouement, là, pour... Exactement, c'est courage et dévouement, pareil. Ouais. Et ben si on peut vous aider, voilà, Amis Bretons, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur la plateforme kengo.bzh et vous allez trouver le projet de Natura Braise. Il vous reste une vingtaine de jours. Merci beaucoup. Gwenaël, vous allez participer, Catherine? Complètement, c'est un très beau projet. Je voulais faire un petit mea culpa, parce que j'ai opposé un peu infirmière et pompier avant. On vous a parlé de la féminisation, et là on l'a vu sur le plateau aussi. Le désir de vivre est universel, et le désir de sauver l'est aussi. Donc merci messieurs, dames et autres de toute profession de nous venir en aide. Effectivement, merci. On a un beau plateau ce matin, franchement. Allez, ce sont cette semaine les journées européennes des métiers d'art, et on va faire un zoom tout de suite sur les artisans d'art qui travaillent le bois. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est une découverte proposée par Christelle Veillard. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre série Itinéraire Bretagne consacrée aux artisans d'art. Chaque jour, nous irons à la rencontre de ces créateurs qui transforment la matière pour en faire des objets d'art ou pour la restaurer, comme ici Jean-Yves Lebotte dans le Morbihan.
Il est question de bois dans ce numéro, à chaque épisode un matériau. Mais d'abord, avant de revenir ici, nous allons chez Yann Jalut à Bazouges-la-Pérouse en Ille-et-Vilaine. Il est ébéniste créateur et sa notoriété a largement franchi les frontières. Des minéraux, gypse, mica, pyrite, des pots comme le parchemin ou le galucha, des essences de bois exotiques. Autant de matériaux utilisés par l'ébéniste Yann Jalut, il crée et fabrique des meubles de style art déco avec une spécialité, la marqueterie de paille. C'est une technique qui date de l'Antiquité en fait, et qu'on a remis un peu au goût du jour en créant des nouveaux motifs, des nouvelles couleurs. Donc le principe c'est qu'on utilise de la paille de seigle qui est destinée au toit de chaume, qui est transformée, elle est aplatie, colorée et puis mise en place sur des panneaux brin par brin. 1500 heures de travail, c'est le temps nécessaire à la réalisation de ces panneaux verts. Ils viendront orner la cage d'ascenseur de la boutique Cartier de Madrid. Un travail long et fastidieux, exigeant à la fois un regard sur le détail de la paille et sur la globalité du décor. Il y a des pailles qui ont différentes nuances. Du coup, il faut essayer d'harmoniser le tout pour que ça ne fasse pas des dégradés, enfin soit des dégradés, que ça fasse une vue d'ensemble assez jolie. Yann Jalut a créé son entreprise en 2006 à quelques kilomètres de Bazouges-la-Pérouse au nord de Rennes, où il est aujourd'hui installé, entouré d'une quinzaine de salariés. Après son tour de France, l'ébéniste originaire du pays de Vitré est parti travailler dans une entreprise à New York. Et c'est là qu'il a rencontré sa femme Sandra, artiste peintre. Mon épouse joue un rôle aussi essentiel dans l'entreprise puisque son passé artistique lui permet de nous aider dans la création du mobilier, celle qui crée l'ensemble du mobilier, qui décide des couleurs, des matériaux qu'on va utiliser. Et moi, j'interviens plus sur la partie technique et l'aspect technique du meuble, où là, je peux amener mon savoir-faire, et ce qui fait une belle complémentarité en fait. Le couple de créateurs, toujours à la recherche de nouvelles matières, de nouveaux mariages, conçoit un mobilier sur mesure, pour l'essentiel à la demande de professionnels de la décoration. Des consoles, tables de chevet, armoires très haut de gamme, destinées à des résidences privées, des yachts ou des boutiques, et presque exclusivement hors de nos frontières. Et le luxe lui réussit, en plein essor, l'entreprise Jalut reste assez unique dans le paysage. Maintenant, on plonge dans le passé, on est en juillet 1966 et on décharge des grumes de bois exotiques en provenance d'Afrique dans le port de Saint-Malo. Et ça, justement, c'est une encoignure qui date de Napoléon III, en palissandre et en amarante. Saint-Malo se distingue sur le plan européen en tant que seul port importateur de bois tropicaux utilisant le procédé de déchargement que nous allons découvrir ensemble. Ce bateau, de la Hog Line, transporte de 7 à 9 000 tonnes. Il assure une liaison permanente entre la côte ouest Afrique et les ports français. Toute sa cargaison ne sera pas pour le port malouin, mais la rapidité du déchargement permet un approvisionnement sans cesse renouvelé et de très bonne qualité. En provenance de Côte d'Ivoire principalement, ces grumes, qui pèsent de 7 à 15 tonnes, posaient un problème important de déchargement et surtout de stockage, les quais de Saint-Malo n'étant pas assez aménagés pour recevoir des milliers de tonnes de billes. Deux hommes, Alain Véry et François Giquel, allaient mettre à profit un séjour dans les pays nordiques en adaptant le flottage des résineux à celui des tropicaux. Ces grumes sont donc saisies à bord et larguées directement dans le bassin. Lorsqu'elles ont pris contact avec l'élément, elles seront remorquées grâce à l'Angélus, petit bateau à moteur, pour être stockées toujours dans un bassin avant de passer à la scierie. Nous sommes maintenant en compagnie de Jean-Yves Lebotte, ébéniste restaurateur à Saint-Jean-la-Poterie dans le Morbihan. Alors Jean-Yves, expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a d'abord attiré vers le bois, vers ce matériau? Ce qui m'a fait choisir le bois, en fait, je ne sais pas. J'ai jamais su, je me suis jamais posé la question parce que j'ai toujours su que c'était ce matériau-là que je voulais travailler, que je voulais faire. Quand j'étais tout petit enfant,
Je découpais les caisses d'orange et les bobines de fil de ma grand-mère pour faire des petites voitures. Mais qu'est-ce qui vous a plu vraiment quand même dans le bois, dans ce matériau-là? C'est une vaste question. Hein. La chaleur du bois, et c'est le matériau le plus anarchiste qui existe parce qu'il fait ce qu'il veut, le bois. Vous aurez beau le contrarier, vous aurez beau le contraindre. S'il y a un nœud, un endroit, il veut se déformer, il se déformera. Quoi que vous fassiez. Est-ce qu'il y a des meubles qui vous ont particulièrement marqué? Là, en ce moment, on est en train de restaurer des meubles qui ont appartenu à Georges Sand. On a une petite travailleuse, vous voyez, qu'elle a offert à sa belle-fille. C'est toujours des meubles, ce sont des objets émouvants, parce que l'objet en lui-même n'est pas exceptionnel, mais c'est le vécu qui véhicule qui est intéressant. On a vu dernièrement, on a restauré un petit secrétaire, on a découvert des secrets dans le meuble, encore des choses comme... Bon, il n'y avait rien dedans, mais c'est toujours émouvant, quoi. Des secrets, c'est des petites cachettes, des choses comme ça? Des petites cachettes, oui. Donc que le propriétaire ne connaissait même pas. Hein. C'était caché derrière, dans un décor de colonnade. On a soulevé une petite trappe, on a découvert des petits tiroirs derrière. C'était extraordinaire. Il y a des styles qui vous plaisent plus que d'autres? Ouais, je suis plus intéressé par le mobilier, des transitions Louis XV, Louis XVI. C'était une période où vraiment il y avait une grosse production. Et les gens étaient plein de talent, quoi. C'était une période, j'allais dire, pas une période folle, mais c'était quand même une période pleine de créativité. Foisonnante, quoi. Voilà, foisonnante, voilà, c'est vraiment ça, ouais. Merci Jean-Yves Lebotte de nous avoir accueillis. Et les journées européennes des métiers d'art, c'est jusqu'au 7 avril dans toute la Bretagne et dans toute la France. La Bretagne qui compte quand même 2000 entreprises et professionnels de ces métiers. Voilà, vous retrouvez toutes les infos sur le site internet. J'en profite pour faire un petit appel à témoins. Si vous pratiquez le yoga, eh bien écoutez, venez nous parler des bienfaits que cela vous apporte. Pour cela, rien de plus simple, hein. Vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne ou sinon une adresse mail qui s'affiche ou bien encore le numéro de téléphone 02 99 01 74 13. Y a-t-il des adeptes du yoga sur ce plateau? Oui. Gwenaël, vous commencez tout juste? Ah oui, je commence depuis quelques mois, donc... Bon. C'est pas évident au début. C'est pas évident, donc Ouais. tout à fait. Marine, vous pratiquez Moi aussi, depuis plusieurs longtemps? années Ouais. dans une association qui s'appelle Yoga pour tous et qui est ouverte à toute personne avec ou sans handicap. Donc c'est très inclusif, c'est extrêmement intéressant du coup. Et on paye selon son salaire? Selon son salaire, exactement. Ça, c'est pas mal. Bon, bah, écoutez, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, colonel Merci. Candace. Courage et dévouement. Merci. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Demain, exceptionnellement, nous laissons notre place de 9h30 à 13h à une retransmission des premières assises nationales des maires de Bretagne avec l'intervention d'Emmanuel Macron. Ce sera suivi d'une édition spéciale du 12-13 Bretagne en direct de 13h à 13h40. Quant à nous, eh bien, écoutez, on se retrouve jeudi autour du thème de l'ostéopathie animale et en compagnie du chanteur-écrivain Kali. Voilà, on vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.